Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui encore est un grand jour plein de rire, de sourires avec bien sûr un contenu qui va à coup sûr vous captiver jusqu'à 7h30. Nessie, Marco et toute l'équipe de Matin Bonheur vous souhaitent la bienvenue. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à tous mesdames et messieurs. Nous sommes le mardi 8 mai 2018. Merci d'être en notre compagnie. Un conducteur à coup sûr va vous plaire parce que à coup ça, Christelle est à la réalisation. Et grâce à elle, nous allons vraiment découvrir tout de suite un magnifique pays, le Kazakhstan. C'est parti. Atterrissage difficile, hein, quand on voit ce magnifique pays, on a envie de rester là-bas. Atterrissage difficile, pourquoi? Là, on était en voyage, là. Mais si on atterrit sur vous, on voit votre visage après, c'est que l'atterrissage n'est pas difficile. C'est que l'atterrissage est très facile parce qu'on atterrit sur le visage d'une jolie femme. Merci. Voilà. L'idéal aurait été d'être avec cette jolie femme au Kazakhstan. Le Kazakhstan, oui. Avec le froid, là? Bah oui. Bon, ok, c'est vrai aussi. Ah, c'est vrai, c'est quand vrai. même, hein. Vrai, ça change un peu de ce soleil-là qui chauffe et tape ici à Abidjan. Comme dirait quelqu'un, on a l'impression que c'est un stagiaire ange qui gère ce soleil-là. Et franchement, Marco, il ne maîtrise pas le dosage. Ah oui. Il exagère. Le soleil, franchement... Si vous avez la malchance d'être coincé comme moi, avec le carburant en mode warning et vous êtes obligé de baisser la vitre. Oh là 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 là. Bonjour. Alors la météo, juste en passant pour aujourd'hui, s'annonce assez chaude encore, même si on dit que la pluie arrive, peut intervenir à tout moment. Ce sera aux alentours donc de 6h26, juste avant le journal. Mais aujourd'hui, nous sommes le 8 mai. Et le 8 mai, il y a beaucoup d'événements. Le 8 mai 45, la capitulation de l'Allemagne nazie qui met fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis voilà, on a aussi le saint du jour, le nom, le prénom du jour. Désiré. J'espère que tout le monde est désiré. Désiré. Bah Parlez-nous de Désiré. Vous êtes désiré, Marco. Ah bon, vous trouvez? Bah oui, vous êtes désiré. Alors, désiré, c'est du latin desideratus, qui veut dire désiré. Les désirés recherchent avant tout l'originalité.
Ils veulent à tout prix se singulariser, ce qui rend souvent leur vie sociale difficile. Ce sont toutefois des personnages particulièrement attachantes. Marco. Des personnages particulièrement très attachants, hein, qu'on aime vraiment chouchouter, tout ça. On salue tous les désirés, toutes les désirées qui nous regardent ce matin. Et nous désirons une chose le matin, vraiment, avec beaucoup d'entrain. Et surtout, c'est notre corps qui le désire, notre âme aussi, notre esprit, pourquoi pas. C'est la gym, c'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi, vous avez en arrière de moi deux belles demoiselles. Elles vont vous aider à suivre les exercices aujourd'hui. Alors on va faire des exercices qui vont être beaucoup plus centrés sur le haut du corps. Donc on va travailler énormément en stabilisation au niveau de vos épaules, au niveau des abdos et un dernier exercice qui va être pour les jambes, donc l'extérieur des jambes. Donc on va commencer tout de suite au sol. Vous allez vous placer à genoux. Les mains vont être légèrement en avant, les genoux légèrement en arrière des hanches, les orteils dans le sol. Le mouvement va consister à pousser sur vos orteils pour lever les genoux. Vous voulez vous retrouver ici en position planche. On va maintenir ça 5, 4, 3, 2, 1 et on retourne au sol. Pour les débutants, vous pouvez le garder moins longtemps, il n'y a aucun problème. Et on y va les filles. On lève et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les genoux au sol. Encore une autre fois. On pousse et on monte. On respire. 5, 4, 3, 2, 1. On redescend. Encore une autre fois. On pousse, on lève. 5, 4, 3, 2, 1, on revient. Et une petite dernière, on y va, on lève, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Excellent. Vous pouvez vous asseoir sur vos chevilles. On va relâcher nos bras un tout petit peu. On va repartir dans la même position. Donc cette fois, les mains toujours en dessous des épaules, mais les genoux vont revenir en dessous des hanches. On va lever bras et jambes opposés. On essaye de rester. Et on ramène tout doucement, sans déposer au sol. On repart une deuxième fois. On allonge. Et on revient. Ici, vous devez faire super attention. On refuse d'ouvrir la hanche. Donc, on veut toujours garder le bassin aligné. On revient. On en fait une dernière. On allonge. Et on ramène. Excellent. On change de côté encore une fois. On allonge. On inspire. Inspire, on ramène, bras et jambes à l'intérieur sans déposer. Expire, on allonge. Vous devez sentir les abdos qui travaillent. Vous devez sentir l'épaule de la main qui est au sol qui travaille, ce qui est normal. Le bas du dos qui force un tout petit peu. On expire, on allonge. Et une dernière, on inspire, on revient. Et expire. On allonge. Excellent. On va poser les mains au sol. On va s'asseoir sur les chevilles. On va relâcher un tout petit peu nos bras parce qu'on va repartir pour les planches. Le premier exercice. Donc, on se place tout de suite. Les orteils au sol. 3, 2, 1. On lève. Abdos. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Et on repart. 2, on monte. Alors, vous voulez pousser avec vos mains dans le sol, comme si on veut s'éloigner du sol. Et on revient. Allez, vous êtes capable. Encore. Expire, on lève. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène. Et une petite dernière. Expire, on lève. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Excellent. Dernier exercice, extérieur des jambes. On va aller sur le côté. On va placer le coude en arrière. On veut que notre coude soit aligné avec la hanche. On va allonger la jambe sur le côté. Même chose, on ne veut pas la jambe devant. On veut la jambe alignée avec l'épaule. On va lever et on ramène. On expire et on revient. Encore. On expire
On revient. 2 autres, on expire. On revient. Et une dernière, on expire. Et on revient. Parfait. On change de côté. Même principe. Le coude aligné avec la hanche, aligné avec la jambe qui travaille, les orteils vers vous. On essaye de ne pas s'appuyer sur notre bras. On pousse et on y va. On lève, on souffle et on revient. Encore. On souffle et on revient. Vous devez sentir travailler l'extérieur de la jambe. On souffle. On revient. Encore 2 autres. On souffle et on revient. Et une petite dernière. On souffle. Et on revient. Excellent travail tout le monde. Alors j'espère que vous avez réussi à le faire. N'hésitez surtout pas à refaire les séries au moins une 2e fois, juste pour maîtriser les exercices et pour être capable de progresser aussi. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se voit dès demain. Voilà, Coach Carl, avec plaisir, hein, nous allons reprendre tous vos exercices parce que c'est bon pour notre corps, c'est bon pour l'organisme. Et bien sûr, il faut un carburant, on vous l'a dit, le carburant du corps, c'est l'eau. Il faut s'hydrater abondamment. Et également, la voiture a besoin d'eau pour être toujours en forme. Allez, c'est le point en route. À côté, j'apporte le café à Nessie. Merci oui, beaucoup. c'est pour vous, voilà, la galanterie. Il faut que je vous apporte le café. Merci beaucoup. Que vous puissiez être en pleine forme parce qu'on va savoir la physionomie de la route maintenant, ce 8 mai. Abidjan qui se réveille vraiment avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de calme aussi, de sérénité. Là, nous sommes au grand carrefour donc, sur le boulevard Latry avec l'enseigne que tout le monde connaît au niveau commercial et puis les immeubles. La circulation est très fluide. Et j'ai failli dire le soleil qui se lève, mais Marco, vous avez parfaitement raison, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et cette fois-ci, c'est du côté du boulevard Lagunaire. Et là-bas, tranquillement, les voitures circulent. C'est bon, il y a assez de sucre dans votre café, c'est bon? Oui, Marco, vous êtes un amour. Ok, non, il n'y a pas de souci. Vous auriez dû vous appeler Désiré. Désiré, oui, je suis très désiré ce matin. Alors, nous avons le troisième point, c'est Trècheville. Trècheville avec... qui se réveille peu à peu. Avec Méliane Cuny, Marco, elle m'a appelé ce matin, hein, vous passe le bonjour. Voilà, ah bon? elle est du côté de Trècheville. C'est qui Méliane Cuny? C'est qui? Méliane Cuny. C'est qui? Méliane Cuny. Oui. Ah d'accord. On la salue ce matin. On lui fait un gros bisou. Un gros bisou. On la chahute un peu. Allez, ça c'est le troisième point pour voir un peu ce qui s'y passe. Hein. L'échangeur est assez vide ce matin, c'est un peu compréhensif. Je rappelle qu'on aura d'autres points route tout au long de cette émission qui va recevoir, mesdames et messieurs, dans sa partie thématique, 2 immenses personnalités du monde juridique de notre pays. Mesdames et messieurs, Matin Bonheur a le plaisir et le grand honneur de recevoir monsieur le procureur de la République, Monsieur Adou Richard Christophe, procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, et le juge Essien Josiane Adra, juge d'instruction en charge du cabinet sur le thème la détention préventive. Vous avez certainement souvenance donc de ce sujet-là qui passionne les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Quel est le rôle exact du procureur de la République et celui du juge d'instruction dans le cadre de la détention préventive? Restez avec nous. Exceptionnellement, Matin Bonheur bouscule son programme afin de donner un large spectre à tous ses invités illustres de s'exprimer sur le sujet. Ce sera aux alentours de 6h et 50 minutes. Et Marco, 52 minutes exactement. Et Marco, c'est vrai que nous avons déjà parlé de ce sujet-là, mais avec un avocat. Et vous l'avez dit, les personnes habilitées à en parler, à répondre à nos questions, ce sont bien sûr le procureur de la République et la juge que nous recevons aujourd'hui. Parce qu'ils interviennent également dans la détention préventive avec l'avocat. Notre avocat, Maître Diallo, avait été revenu longuement sur le sujet. Aujourd'hui, à la suite, nous vous avions promis donc de vraiment discuter avec un juge d'instruction et le procureur. C'est chose faite. Notre demande a été acceptée et vraiment, on est très heureux de les accueillir sur ce plateau. Toutes vos questions, allez-y à vos calepins afin de leur poser des questions sur la fameuse détention préventive. Est-ce que le juge d'instruction est vraiment indépendant? Est-ce que le procureur travaille sous influence? En tout cas, toutes les questions seront les bienvenus, mesdames et messieurs. Et lui également, Marco, il sera là, il est déjà là, hein, il viendra sur ce plateau pour nous parler des drones. Lui, c'est Noël Kofi. C'est Noël Kofi, hein, mais avant de le retrouver, Marco, nous allons aller découvrir une nouvelle méthode de dépistage de la trisomie 21. Ça se fait par le sang. Regardez. Une simple prise de sang pour détecter la trisomie 21.
À 37 ans, cette femme enceinte a un risque d'1 sur 927 de mettre au monde un enfant trisomique. Pour en avoir le cœur net, elle a préféré cette nouvelle méthode non invasive et donc sans risque, plutôt que la myosynthèse. L'aiguille est beaucoup plus importante puisqu'il faut aller prélever du liquide amniotique dans la poche. Donc je pense que c'est quand même une technique qui est un petit peu douloureuse, qui fait un petit peu peur et surtout qui est risquée pour le bébé puisque je pense qu'il y a des risques de fausse couche derrière. À l'hôpital Nord de Marseille, le docteur Annie Lévy-Mosiconacci expérimente ce test qui devrait prochainement être remboursé par la sécurité sociale. Si actuellement certaines cliniques privées le proposent déjà, le prix, 390 €, est souvent rédhibitoire. Pourquoi on a proposé cette prise en charge? D'une part, pour éviter de proposer une amyosynthèse aux femmes qui ont un risque supérieur à 1 sur 250, et aussi pour élargir la surveillance à des femmes comme vous, qui a un risque compris entre 1 sur 250 et 1 sur 1000. Ce ne sera pas un pourcentage, ce sera ou positif ou négatif. Exactement. Prouesse technique, l'opération consiste à déceler les chromosomes 21 dans les traces d'ADN du fœtus présentes dans le sang de la mère. Un test accessible au grand nombre qui suscite l'inquiétude de certains. Mais le docteur balaie les accusations d'eugénisme. On n'augmente pas surtout le nombre d'interruptions médicales, de grossesse, mais on va surtout diminuer le nombre de fausses couches qui étaient liées à ce dépistage. Et donc on va proposer aux femmes et aux couples de pouvoir sereinement faire cette analyse sans avoir l'épée de Damoclès de perdre dans 1% des cas par une amyosynthèse ce bébé. Le DPNI, ou dépistage prénatal non invasif, offre par ailleurs aux couples plus de temps pour prendre une décision. Le résultat est disponible dès la 12e semaine de grossesse. Waouh, vraiment, c'est impressionnant tout ça. Ça tombe bien, c'est une transition toute trouvée pour parler technologie avec notre monsieur techno sur le plateau, monsieur Noël Kofi. Kofi. Parfois on a tendance à dire Noël Quadio, mais c'est Noël Kofi. C'est un plaisir de vous avoir. Comment ça va? Très heureux, ça va très bien. On va parler drone aujourd'hui. On va parler drone, on va tous embarquer pour un tour de drone. Donc, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils apportent, quel est leur usage. On va toucher un peu tous ces aspects-là et voir aussi, lorsqu'ils ne sont pas utilisés à bon escient, comment est-ce qu'on peut les contrecarrer. D'accord, c'est après le jingle. Allez, dites-nous tout. Alors, les drones, ils ont tendance aujourd'hui à envahir les espaces aériens ivoiriens. C'est la mode. C'est la mode en ce moment. Le marché est un véritable boom, c'est un véritable essor. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est déjà les drones? Les drones, ce sont ces petits aéronefs sans pilote à bord, mais plutôt télécommandés. Donc, ils sont utilisés avec une radiocommande, permettent de les manipuler. Leur grand avantage, c'est vraiment la facilité d'utilisation. Ils sont assez simples, assez pratiques. Ils permettent surtout d'avoir de belles prises de vue aériennes. Donc, c'est surtout ça déjà, tout ce qu'ils apportent en termes de technologie, en termes de vidéo. Ils sont utilisés dans le domaine de la vidéo surtout, pour réaliser des vidéos ludiques. Mais on verra qu'ils ont également plusieurs usages. Et on verra même qu'en Afrique, on est assez évolué dans l'usage des drones, surtout des drones en matière de médecine. Et donc cette technologie-là évolue de plus en plus. Donc les drones sont ces petits aéronefs qui sont radiocommandés et leur portée est d'environ une dizaine de kilomètres. Donc ça varie, on améliore au fur et à mesure. Il y a déjà un drone qui a parcouru pas moins de 50 kilomètres. Alors déjà, l'usage principal, donc, ça a été initié surtout dans le domaine militaire, avec les drones militaires qui étaient spécialisés à la base, c'est bien cela, pour neutraliser certaines cibles sans mettre en péril la vie d'un pilote. Mais on a les drones civils aujourd'hui qui sont équipés de caméras pour faire de très belles prises de vue aériennes. Et c'est utilisé surtout dans le domaine de la vidéo, pour réaliser des clips vidéo, mais également dans le domaine du cinéma. Leur usage est très simple, très pratique et très facile. Alors, mais ce n'est pas leur seul usage. Ils sont également utilisés par les scientifiques pour envisager donc d'explorer certaines zones jugées à risque, mais également pour sauver, des situations de sauvetage avec des caméras infrarouges. Ils sont équipés également de stabilisateurs pour que l'image ne tremble pas pendant le vol. Par les agriculteurs aussi, pour avoir un peu la tectonique, la composition du sol, voir un peu l'évolution de... Tout à fait. Donc, les drones servent également à ça. On verra donc les différents drones sur le marché aujourd'hui. On verra qu'il y a plusieurs modèles et que ça évolue très vite. Les drones sont surtout avec la caméra intégrée. On a des
caméras de plus en plus avancées avec des caméras 4K. Donc ce drone-ci, il réalise des vidéos en 4K. Il est équipé de détecteurs de proximité pour ne pas qu'il aille cogner un rocher. Il est équipé également de détecteurs de mouvement. Mais on a également ces drones-ci qui sont beaucoup plus compacts avec des pattes rétractables, à peine moins d'1 kilo. Ils sont donc facilement transportables. Ils sont utilisés pour des compétitions également. Donc c'est très ludique. On a plusieurs modèles donc avec des vidéos assez intéressantes. Ce modèle haut de gamme est vendu à plus d'1 million de francs. Et ce qui fait son grand avantage, c'est surtout la qualité de sa vidéo. Donc des vidéos et également une caméra qui permet de faire des vidéos en 360 degrés. Donc vous pouvez filmer tout autour de vous. C'est du pain béni pour une télé. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et on a également ce drone-ci qui ressemble plus à un avion. Certes, il n'est pas équipé d'hélices au-dessus. Il a une hélice juste à l'arrière, ce qui lui permet de voler. Il ne peut pas donc réaliser des plans stables, mais il fonctionne tout à fait en planning. Donc, mais également, il a un grand avantage, c'est qu'il est équipé d'un casque de réalité virtuelle. C'est bon pour les terrains hostiles. Bien sûr. L'utilisateur peut donc porter le casque et c'est une expérience vraiment totalement immersive. Donc, il vole entièrement de façon autonome. Il peut voler jusqu'à 80 km/h et on le lance. Donc, c'est un peu comme les avions. Quand on était plus petit, on lance les avions. Donc, il y a plusieurs équipements. Des drones qui sont également équipés de détecteurs de mouvement. Donc, vous pouvez les synchroniser à vous et ils vous filment partout où vous allez sans avoir besoin de la télécommander. Ils sont entièrement autonomes. On verra donc les usages, les domaines d'application des drones et on verra les drones livreurs. Ah bon? Bien sûr. Dans de nombreux cas, ils sont utilisés pour livrer. Donc là, ils livrent des boissons. Dans certains restaurants, les drones livrent carrément les boissons aux utilisateurs. Et là, ça y est, vous êtes servi. Vous pouvez donc porter un toast et puis, youpi, la fête continue. Et là, plus de serveurs. Plus de serveurs. Mais également, les sites Internet les utilisent aussi pour réaliser des commandes, de réaliser des livraisons. Donc lorsque le client, bien sûr, lorsque le client passe une commande en ligne, il reste à domicile et il est livré par un drone. Et il peut donc déguster en toute tranquillité son repas. Il y a des risques. Des risques pour le drone. S'il y a quelqu'un qui passe à côté qui veut récupérer le colis. Mais en fait, ce sont des véritables concentrés de technologie avec des détecteurs de mouvement, des détecteurs de positionnement. Donc, ils peuvent très difficilement se faire voler. Donc là, ce drone est utilisé pour la livraison de colis. Donc le colis est embarqué dans la soute du drone. Il y a carrément une station de contrôle derrière qui suit tout le drone. À l'heure de la livraison, il décolle. Il est équipé de 6 rotors, donc 6 hélices pour beaucoup plus de puissance et de stabilité. Avec un poids de 3,7 kg, il décolle et son itinéraire est déjà prédéfini. Toutes ces données de vol sont enregistrées également par la station de contrôle et tout cela est enregistré et il manœuvre tout seul. Il n'a pas besoin de pilote. Sécurisé. Tout à fait sécurisé. C'est assez haut. Je pense que personne ne peut y arriver. La portée est de près de 20 km. Il a vraiment une électronique haut de gamme et il peut transporter tout type d'équipement d'environ 4 kg. Donc, arrivé au point de livraison, il dépose son colis. C'est assez pratique. Qui est quelqu'un à la maison ou pas, le colis est déposé, ça y est. Il ouvre donc sa soute, libère le colis et reprend le vol pour retourner carrément à son point de départ. Donc, c'est vraiment très pratique. L'utilisateur reçoit son colis en temps et en heure. C'est sécurisé, c'est innovant. Et ça y est, il est tout heureux. Il a reçu son colis dont il a passé la commande sur un site de commerce électronique et ça y est. Le drone retourne donc à son point de départ, atterrit en toute tranquillité et attend la prochaine commande. Wow, magnifique. Donc je pense que des technologies comme ça vont bientôt se rapprocher de nous. Déjà, c'est très pratiqué aux États-Unis, à Londres, en France également. Il faut en avoir plusieurs pour desservir. Même à Abidjan. Les drones livreurs, pas encore. Pas de drones livreurs, mais des drones. Mais des drones déjà, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des certifications, il y a des autorisations. Hein. Bien sûr, alors il y a toute une législation. Tout à fait. Il faut dire aussi, peut-être que vous ne l'avez pas dit, il y a des drones aussi utilisés à mauvais escient. Tout à fait. Mais je pense qu'on va voir également comment contrecarrer ces drones parce qu'en ce moment, même en France, on a carrément mis en place toute une législation autour des drones parce qu'on a vu que les usages ne sont pas toujours respectés. Même en Côte d'Ivoire, il y a des zones, et principalement à Abidjan, il y a des zones où vraiment... Faut pas. On en a fait l'expérience lors d'un tournage où vraiment ça a été chaud. Mais il y en a qui l'utilisent pour espionner. Et c'est cela le problème justement. Je peux être le voisin de Nessie et je fais décoller mon drone et ça me permet donc de voir ce qu'elle fait chez elle. C'est pas très pratique, bien sûr. Et donc, on va trouver des technologies pour pouvoir contrecarrer tous ces usages-là. Le drone ambulance. Le drone ambulance. Alors, les technologies évoluent et là, on va voir qu'on est carrément très proche de nous. En Afrique, au Rwanda, on a une piste de décollage des drones. Et il y a donc la piste de lancement, il y a également la tour de contrôle. Et c'est très futuriste. Le drone permet donc de livrer des poches de sang, de livrer tout un tas d'équipements de santé à des hôpitaux qui sont dans la zone, dans le champ d'action. Donc le drone décolle. Et c'est vraiment une révolution en termes d'équipement médical. Donc les commandes sont passées directement à la base qui enregistre ces commandes. Les commandes sont passées soit par SMS ou alors par appel téléphonique. Et la commande est insérée dans le drone, donc il y a un compartiment spécial qui est prévu pour cela. Le colis est intégré dans le drone, voilà, cela se fait ainsi. Et
le drone est posé sur sa piste de décollage. C'est donc le support qui va permettre de propulser le drone pour décoller. La start-up qui est à la base est une start-up californienne. Donc cela se fait au Rwanda depuis 2017. Il y a déjà eu pas moins de 750 vols qui sont passés en toute sécurité. Donc le drone décolle, l'opérateur vérifie que la zone de l'air aérienne est dégagée et le drone décolle, son parcours est déjà prédéfini, donc pas besoin de pilote. Il décolle, il survole donc la zone à desservir. C'est entièrement sécurisé, arrivé à bon port, il largue son contenu. La surface couverte est pas moins de 75 km, donc c'est le champ d'action et ça couvre pratiquement 21 hôpitaux. Donc c'est vraiment une innovation. Auparavant, tout ce qui est don de sang, tout ce qui est livraison de sang se faisait par la route avec tous les problèmes que cela connaît, tout cela rencontre. Donc c'était très lent. Donc le parcours qui faisait en plusieurs heures, aujourd'hui se fait en à peine 30 minutes par vol de drone. C'est quand même très pratique, bien sûr. En fait, la base de la création, de l'invention des drones, c'est les oiseaux migrateurs. Ils s'inspirent absolument des oiseaux migrateurs, tout à fait, tout à fait. Donc la population est littéralement estomaquée. Tout le monde est étonné de voir le colis arriver. Donc l'hôpital a commandé une poche de sang. L'infirmier va déballer le coffret et il découvre donc la poche de sang qui a été commandée. Wow. Donc pour les zones très reculées, les zones d'accès difficiles, cette technologie est innovante. Cette technologie permet donc de livrer les poches de sang pour le plus grand bonheur du personnel médical et des patients, bien entendu. Et c'est sûr que ça va réduire le taux de mortalité. Largement, largement, surtout pour les zones reculées, les zones qui ne sont pas très accessibles. En fait. Mais deuxième application, on reste toujours dans le domaine médical, le drone qui permet de sauver des vies. Donc là, un cas d'espèce, on a un patient qui vient d'avoir une attaque cardiaque. Donc la dame appelle les urgences et elle reçoit un assistant prend son appel en charge, il la rassure, il prend son nom, il enregistre son appel et il fait décoller directement vers elle un drone. Donc c'est un drone qui décolle et qui la rejoint. Il la rassure donc, il lui donne les premières consignes. Elle va donc réaliser ces consignes-là. Et le drone vient en ligne droite, donc pas besoin, il passe au-dessus des embouteillages et tout. Et en à peine une trentaine de secondes, le drone est arrivé. Elle est informée par l'assistant. Le drone se pose à son niveau. Le drone est équipé d'une caméra. Donc cela permet donc à l'assistant de voir ce que la patiente doit faire. Elle prend le drone, elle l'achemine à côté du patient et elle suit toujours les instructions qui lui sont données par téléphone par l'assistant. Donc l'assistant lui demande de sortir, donc le drone est muni d'électrodes, elle va sortir les électrodes du drone, les poser sur le patient qui a une attaque cardiaque et le drone va donc envoyer des décharges électriques au patient afin de lui sauver la vie. Donc en moins de 2 minutes, le patient est littéralement sauvé et éloigné de tout danger et il reprend ses esprits. Bluffant, bluffant. Donc cette technologie est novatrice. Voilà. Donc les drones qui sauvent des vies carrément. C'est pas du tout futuriste, c'est le domaine d'application et ça se fait couramment. J'aime mieux ça que ceux qui utilisent par exemple des drones à Mogadiscio pour des attentats. Mais bien sûr, là, on sauve des vies. Là, on sauve des vies et c'est ce qui a... Absolument, absolument. Et maintenant, les anti-drones, puisque les usages des drones ne sont pas très pratiques, certains des trucs sont commercialisés. Alors, on a des aigles qui sont carrément formés pour attaquer tous les drones. Et ça, c'est en France. Il y a 4 aigles qui ont été formés par l'armée de l'air. Ces aigles sont baptisés D'Artagnan, Aramis, Porthos et Athos. Bon, c'est pas les mousquetaires, les 4 mousquetaires. Donc, ils sont formés dès leur plus bas âge à s'en prendre aux drones. Ils sont conçus donc pour attaquer tous les drones et les détruire, les mettre hors d'état de nuire en plein vol. Et il faut dire aussi que ces aigles-là sont considérés comme des militaires. Hein. Des militaires, absolument. Avec un salaire, matricule, tout ça. Absolument. Donc, dès leur plus bas âge, ils sont entraînés déjà sur les carcasses de drones pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire quand ils rencontrent ce type d'équipement. Donc, il y a en ce moment, d'ici juin 2018 de cette année, il y a 4 nouveaux aigles qui vont rejoindre l'équipe et donc neutraliser tous les drones qui ne sont pas autorisés en vol ou alors qui survolent des zones interdites. Non, très, très intéressant, très intéressant. Mais vous n'êtes pas allé en profondeur dans le domaine des médias. Dans le domaine des médias, c'est surtout donc pour réaliser des vidéos, donc certains angles, des prises de vue aériennes, mais c'est surtout les usages civils en fait, c'est surtout les usages civils. Et puis dans le domaine professionnel, c'est en fonction de l'objectif, en fonction de ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut obtenir comme résultat. Mais c'est surtout les usages civils, donc c'est les drones de loisirs qu'on a surtout mis en avant dans la vidéo, dans l'élément. Pas que loisirs, d'utilité publique. Absolument. Vous imaginez les drones ambulances ici en Côte d'Ivoire, ce serait bien si ce n'est pas détruit. Si ce n'est pas détruit, parce qu'on se connaît, hein, quand il y a une nouveauté,
Voilà, quand on installe des nouveautés, quelque part, la première idée des fois qui vient à certains, c'est la destruction. Ça s'accompagne d'une certaine pédagogie, une certaine méthodologie. Absolument, et une certaine sécurité aussi. aussi. Donc on peut les équiper de localisation, de moyens de localisation pour détecter la position précise qu'ils ont, pour pouvoir les retrouver si jamais quelqu'un qui n'est pas animé de bonne foi les utilise ou alors s'en prend à eux. Drone nautiquement votre. Et au niveau des prix, au niveau des prix, bien sûr. Est-ce que c'est accessible? La technologie évoluant, les prix sont de plus en plus en train d'être démocratisés. Les drones, ça dépend toujours de l'usage, ça dépend de la qualité. Il y a une filière de drones au Ghana, plus ou moins de bonne qualité? Déjà, je pense effectivement. En Côte d'Ivoire, on tourne autour de, ça dépend bien sûr du professionnalisme, ce qu'on veut, mais on a des drones qui partent de 1 million jusqu'à un peu en dessous, 500 000, un peu moins. 1 million, je voulais offrir un drone pour Nessie, c'est son anniversaire le 15 mai. 1 million, il va falloir attendre. Il va falloir budgétiser. Vous le pouvez. Il va falloir attendre. Vous le pouvez, je vois les dépenses que vous faites. Vous pouvez m'acheter un drone à 1 million, qu'est-ce que c'est? Okay. Alors, Noël, vous êtes chargé donc de gérer la commande. Le budget, 5 000 francs. Le budget aussi. Nous trouvons un drone moins cher pour fêter l'anniversaire de Nessie. Vous êtes habillé ce matin à 5 millions, vous ne pouvez pas m'offrir un drone d'1 million? Effectivement, je suis habillé à 5 millions, mais 5 millions de Naira. Voilà. Et quand on regarde, ça fait... voilà, c'est pas évident. Le drone, très important. Et puis, on salue aussi ces étudiants en communication passionnés de drones qui font des compétitions. Il y a des compétitions de drones. Il y a des compétitions de drones, bien sûr. Tout à fait. C'est magnifique également. C'est magnifique. C'est impressionnant. Bien sûr, bien sûr. Ceux qui ont l'occasion d'avoir vu ça, qui ont eu l'occasion de voir ça, c'est bluffant. L'objectif, c'est des courses. C'est ludique. C'est ludique, mais c'est des courses de drones. Il y a le Canada, non mais c'est magnifique. Bien sûr, bien sûr. Ça se fait sur des champs dégagés, des zones dégagées, voilà, et chacun manipule son drone afin de partir d'un point de départ jusqu'à l'arrivée. Et chacun manipule son drone et c'est le drone qui doit arriver. Donc, le drone, et il y a un magnifique concours à Dubaï de drones pour voir un peu ce qu'un drone peut apporter à la société. Il y a des drones qui transportent de l'insuline. Il y a vraiment, il y a tout un, il y a des drones policiers qui gèrent la circulation. Ça, c'est à Dubaï. C'est magnifique. Les idées sont à profusion. Hein. Il y a vraiment tout un champ d'application et ça va au fur et à mesure. Il y a toujours de nouvelles idées, il y a toujours de nouvelles applications. On y est. On est dans le futur. J'aurais aimé voir le drone policier. Oui, le drone policier à Dubaï qui gère la circulation. C'est impressionnant. On aura grâce à notre monteur Cissé, on aura ça. On aura ça à tout parce que c'est magnifique. C'est déjà passé même cet élément-là sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Justement, la radiodiffusion télévision ivoirienne, vous y êtes. Vous avez raison, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux d'être les premiers visages que vous voyez en direct. C'est la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan qui vous dit bonjour. Les informations, la météo avant. Et puis Maïs Sako va s'installer dans sa Grace à Vista pour vous parler de tout ce qui rythme l'actualité d'ici et d'ailleurs. À tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera nuageuse sur les régions le long du rivage océanique et des régions forestières. Les pluies matinales pourraient s'observer sur ces régions et en allant vers les régions plus au nord, près des frontières, le temps sera simplement nuageux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 26 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou 25 degrés. Il fera 25 degrés à Boaké, Daloa, Dimbokro. La ville de Gagnoa marquera 24 degrés, Korogo 26 degrés, Mont marquera 23 degrés. Il fera 26 degrés à Odiéné, San Pedro 26 degrés. Le mercure affichera 25 degrés à Sassandra comme à Tabou et Yamoussoukro 24 degrés. La forte insolation et la bonne présence d'humidité pourraient favoriser l'après-midi la convection de nuages pour donner des orages particulièrement dans les régions forestières. Ces perturbations pourront toujours toucher les régions voisines telles le littoral ou le centre. L'ouest et le nord également seront sous des orages après une matinée fortement ensoleillée. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 34 degrés à Bondoukou, 34 à Boaké. La ville de Daloa marquera 33 degrés, il fera 35 degrés à Dimbokro, Gagnoa 33 degrés, Korogo 35 degrés. La ville de Mont marquera 32, à Odiéné il fera 35 degrés, San Pedro et Sassandra marqueront 31 degrés, la ville de Tabou marquera 31 degrés et puis il fera 35 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Très belle matinée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour à tous, il est 6h30, bienvenue dans cette édition. L'opération de mise à jour annuelle de la liste électorale va commencer dans la première quinzaine du mois de juin. Annonce faite par Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la CEI. Il était face à la presse. Herman Guivé. Rafraîchir la liste électorale, l'opération se tient chaque année. La révision de la liste électorale consiste en un toilettage et en une mise à jour du fichier électoral. Pour l'année 2018, elle aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Annonce faite par Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la commission électorale indépendante. On a classé donc catégorie 1, les personnes qui figurent déjà sur la liste électorale, qui viennent pour les modifications, et catégorie 2, les personnes qui ne figurent pas sur la liste électorale et qui viennent pour qu'on les inscrive sur la liste électorale. Cette année, nous ouvrons 10 500 lieux d'enrôlement. Nous ouvrons tous les endroits où il y a eu vote seront des lieux où nous allons faire l'enrôlement. Une équipe sera là pour permettre aux gens de se faire enrôler. Nous voulons nous rapprocher le plus possible des populations, des électeurs. Nous allons commencer l'enrôlement dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Puisque nous ouvrons tous les lieux, nous n'avons fait l'enrôlement que sur une semaine, d'un dimanche inclus à un autre dimanche inclus. Nous invitons tous nos partenaires habituels, tous les citoyens ivoiriens qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale, nous les invitons à venir se faire enrôler. Quant aux dates précises pour la tenue de cette opération qui s'étendra sur une semaine, d'autres précisions suivront les jours à venir. Pour y prendre part, il faudra se munir de la carte nationale d'identité ou la carte d'électeur valable ou encore l'attestation d'identité établie par l'ONI, l'Office national d'identification. Autre chose à présent, c'est parti pour la 8e édition de la Semaine africaine de vaccination. Elle est initiée par l'Organisation mondiale de la santé. Objectif, renforcer les programmes de vaccination sur le continent et sensibiliser à la nécessité de se faire vacciner. La Semaine africaine de vaccination se déroule cette année autour du thème « Le vaccin, ça marche, faites votre part ». Ami Sissoko. Pour avoir fait vacciner correctement sa petite Jennifer, Clotilde fait partie de la centaine de femmes récompensées ce lundi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces mères récompensées ont été sélectionnées par le district sanitaire de Koumassi-Port-Boué-Vridi. À la naissance, on a fait le BCG. À 1 mois et demi, on a fait la première dose de DT-Coq polio. Depuis que j'ai fait les vaccins, mon enfant se porte bien, elle est épanouie, elle est en bonne santé. Du 7 au 13 mai, pendant la semaine africaine de vaccination, les parents sont invités à faire comme ces mères exemplaires en respectant le calendrier vaccinal de leurs enfants. C'est Port-Boué qui accueille le lancement de la semaine. 7 jours pour faire vacciner gratuitement les enfants de 0 à 11 mois. Également concernés, les enfants de plus d'1 an et les adultes. Sont administrés les vaccins contre la polio, la rougeole, la fièvre jaune et tous les autres vaccins disponibles. Le thème retenu pour cette 8e édition de la Semaine africaine de vaccination, à savoir « Les vaccins, ça marche, faites votre part », met en lumière les actions collectives nécessaires pour garantir la protection de chacun contre les maladies évitables par la vaccination. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention, chers chefs traditionnels, 14 milliards que le gouvernement a investis pour payer les vaccins afin qu'il n'y ait plus de rupture de vaccins. Tous ces efforts nous ont permis d'avoir des résultats fort encourageants. La couverture vaccinale en Penta 3 était de 98% et celle du VAR, c'est-à-dire la rougeole, était de 91%. Nous avons encore quelques gaps. Il faut absolument que les mamans présentent leurs enfants à la vaccination. Le vaccin protège la vie. La région africaine de l'OMS a donc initié en 2011 la Semaine africaine de vaccination. La population peut se faire vacciner dans les antennes de l'Institut national d'hygiène publique, dans les centres de santé et les postes de vaccination sur toute l'étendue du territoire.
Dans le même registre, les ministres en charge de la santé, du social et des finances des pays membres de l'UEMOA se sont réunis ici à Abidjan. Ils ont adopté un plan d'action sous-régional évalué à près de 370 milliards de nos francs et qui va s'étendre sur les 5 prochaines années. Ce projet vise à investir dans les infrastructures sanitaires et la formation des ressources humaines. Patricia Omoetia. La situation de l'emploi dans le domaine de la santé est caractérisée par une insuffisance du personnel de santé qualifié et une répartition inégale des ressources humaines en santé sur l'étendue du territoire. Cette réalité qui nous est commune nous interpelle individuellement, mais surtout collectivement. Elle nous invite assurément à agir vite et à agir ensemble, car la problématique est la même pour nous tous. Alors, ne nous payons plus de mots. Agissons dès aujourd'hui, agissons ici et agissons maintenant. Pour la ministre de la Santé, en 2016, l'on comptait un médecin pour 53 003 habitants, un infirmier pour 1932 habitants et une sage-femme pour 995 femmes en âge de procréer. Une hausse de 1% des dépenses des ressources humaines induit une hausse de 2,5% du revenu moyen des ménages, un accroissement de l'emploi de l'ordre de 1,8% et un accroissement du produit intérieur brut de 3,2%. Des évidences qui appellent donc à un changement de paradigme quant à l'investissement dans les ressources humaines en santé. Aussi a-t-il été recommandé à chaque pays de revisiter son plan d'action en mettant davantage l'accent sur les activités à fort potentiel en matière de création d'emplois. Des déséquilibres qui sont de nature à contrarier les objectifs d'amélioration de la santé des populations. Le but, c'est de voir dans quelle mesure nous allons adopter un plan stratégique qui sera mis en œuvre pour redynamiser le secteur à travers un renforcement qualitatif et quantitatif du personnel de la santé. Pour résorber ce déficit, le gouvernement de Côte d'Ivoire a procédé de 2014 à 2017 à des recrutements de personnel de santé de plus de 14 000 agents, toutes catégories confondues. Ces évaluations prévoient dans le secteur de la santé la construction de nombreux établissements sanitaires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, allant des établissements sanitaires publics de premier contact aux établissements sanitaires tertiaires comme les centres hospitaliers universitaires. Les résultats attendus sont entre autres de recruter 3 000 agents de santé par an sur la période de 2014 à 2022 pour une bonne répartition du personnel de santé sur toute l'étendue du territoire national. En éducation, la ville de Bétié, située dans la région de l'Indénié-Duablin, a abrité les finales départementales des compétitions OASU. Des finales qui ont vu la participation de toutes les écoles du département de Bétié. Cette première édition OASU à Bétié a été un cadre de sensibilisation au civisme faite par le parrain Brou Aka Pascal, PCA de la RTI. Mamadou Kwasi. Des élèves en pleine séance de gymnastique. Nous ne sommes pas aux épreuves sportives ou les examens de fin d'année. Il s'agit bel et bien des finales départementales de l'OASU de Bétié. Cette première édition de l'OASU à Bétié est une initiative de la directrice départementale des sports et loisirs de Bétié. Une façon de stimuler le goût du sport, mais aussi de renforcer la cohésion entre les élèves et le corps enseignant. L'OASU, une compétition scolaire où les enfants se retrouvent, où l'on peut détecter des talents. Et au-delà même du fait des compétitions, ça renforce les liens. Parce qu'il faut dire que le sport est un facteur de rapprochement, est un facteur de cohésion sociale. C'est pour toutes ces raisons-là que nous avons voulu bien initier cela. Pour cette première édition, ce sont le handball, le volleyball, le football, la course de vitesse ainsi que la gymnastique qui est au menu. L'ensemble des écoles du département de Bétié prennent part à cette compétition. Parrain de ces finales, le président du conseil d'administration de la RTI, Brou Aka Pascal, appelle les élèves à plus de civisme pour contribuer à une école de qualité dans la région de l'Indénié-Duablin. Je tiens donc à indiquer aux élèves présents que la pratique du sport fait partie entière de la formation intellectuelle que nous recevons. La pratique du sport forme à la discipline, à l'abnégation, au courage et au respect d'autrui. Et ce type de cérémonie vient redorer le blason du sport scolaire et universitaire, dont les grandes heures de gloire des années 70 et 80 doivent revenir pour notre fierté à tous. Pour les différentes finales, c'est le lycée Nana Adepra de Bétié qui repart avec la majorité des trophées, dont celui du vainqueur de football.
Les meilleurs ont reçu leur trophée des mains du parrain. Brouaka Pascal, le préfet du département de Bétier, qui salue l'initiative de la directrice départementale des sports et loisirs. Les vainqueurs de Bétier vont participer à la finale régionale qui se tiendra à Bengourou dans une semaine. Parlons développement, le groupe de communication du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire dresse son bilan. Il a organisé un déjeuner de presse au cours duquel il a présenté le point de ses activités. Olivier Iriebi, Gabriel Zani. 450 millions de dollars, soit 225 milliards de francs CFA. C'est le montant du financement prévu par le système des Nations Unies, SNU, pour son appui au développement en Côte d'Ivoire. Pour accompagner le programme national de développement PND du gouvernement ivoirien, un cadre programmatique unique CPU a été mis en place. Il s'étend sur la période 2017-2020. Nous avons identifié avec le gouvernement les partenaires de développement les domaines dans lesquels il y avait un besoin d'accompagnement. Et sur cette base, nous avons préparé un programme d'accompagnement. Et ce programme porte sur 4 axes essentiellement. Le premier axe porte sur la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Le deuxième axe porte sur les violences basées sur le genre. Le troisième axe porte sur l'état de droit, les droits humains et la justice transitionnelle. Et le quatrième axe porte sur la sécurité communautaire. Donc, nos collègues ont présenté, disons, les différents programmes qui ont été mis en œuvre dans ces 3 axes, les avancées, les acquis et les ressources qui ont été consacrées à ces différents axes. Selon le représentant pays du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'institution a dégagé de 2016 à 2017 95 milliards de francs CFA pour soutenir les actions du gouvernement en faveur des populations, en vue de vulgariser ces activités nécessaires au développement inclusif et durable. Le système des Nations Unies veut renforcer sa collaboration avec les médias. On a une volonté véritable de vouloir éduquer les populations à connaître davantage le système des Nations Unies, qui sont représentés en Côte d'Ivoire par plus d'une douzaine d'agences qui travaillent dans tous les secteurs de développement, et on aimerait que les populations le sachent davantage. Donc à travers les canaux que sont les journalistes, nous pensons pouvoir faire connaître davantage ce que fait le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'intervention du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a permis d'assister en 2017 plus de 2000 enfants victimes de violences physiques, de faire bénéficier à 15 000 ménages de filets sociaux productifs et de baisser la mortalité infantile. Sous d'autres cieux, le Hezbollah chiite et ses alliés disposeraient de 42 sièges, soit le tiers de blocage au Parlement libanais selon les résultats des élections législatives annoncées hier par le ministre de l'Intérieur. Dans une allocution télévisée, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a salué une victoire politique et morale de la résistance. Quant au Premier ministre Saad Hariri, il annonce, selon ses propres termes, de lourdes pertes pour son parti. La 71e édition du Festival de Cannes commence aujourd'hui. C'est un événement qui va se dérouler sous haute sécurité à cause des risques d'attentats. La police française a investi la ville française et les dispositifs sécuritaires sont visibles partout, sur terre comme sur mer. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Vous y serez? Aujourd'hui. Vous y serez? Peut-être. Et si on rêvait un peu? Imaginez un jour on fait Matin Bonheur sur la Croisette, quoi. Et vous faites le journal, tout ça. Ce serait bien. Oui, il faut faire ce genre de rêve. Bon, on va se réveiller pour la suite de l'émission. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Vous avez votre robe déjà prête pour le Festival de Cannes? Là, je prolonge le rêve. Là. Elle est prête. Elle est prête. Hein. Mais moi aussi, mon smoking est prêt, un bleu nuit, un peu foncé, avec un nœud papillon en bois. C'est tendance en ce moment. Ma robe est de quelle couleur, Marco? Votre robe est de couleur, c'est un dégradé de noir, et de, franchement magnifique, qui épouse votre corps. Oh là là. Bon, mesdames et messieurs, paissez-moi pour que je puisse me réveiller. Nous sommes un Matin Bonheur à Abidjan. Et puis voilà, nous allons poursuivre, bien sûr, le programme de cette émission. Effectivement, Marco, on va sortir du rêve et se retrouver ici sur le plateau de Matin Bonheur pour parler gestion des approvisionnements. C'est ça? C'est ça. Avec, bien sûr, Jean-Baptiste Quadio. Bonjour. Bonjour. Ouais. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? On a un jingle? Non. On n'a pas de jingle. Alors, on y va. Alors, la gestion des approvisionnements, c'est quelque chose de déterminant en entreprise pour éviter, par exemple, la rupture de stock. Parce que quand on promet, il faut avoir de la disponibilité. Hein. Sinon, là, ça casse le truc, ça tue l'entreprise. C'est terminé. Parce que quand on est habitué à vos services et qu'on vous appelle, on a besoin de telle chose, vous n'êtes pas apte à répondre, à satisfaire les clients, ça coince. OK.
C'est exactement cela et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Les jeunes entrepreneurs, même les vieux entrepreneurs aussi, ont besoin de gérer leurs approvisionnements dans le système de production. Les approvisionnements ont une place déterminante. Il faut, comme Marco l'a dit et comme Nessie l'a répété, éviter les ruptures de stock, mais en même temps, il faut éviter les surstocks, parce que c'est source de gaspillage aussi. Si nous prenons dans la chaîne de production, je comparais ça au système digestif. Nous allons entrer dans notre corps un certain nombre de produits qui vont être digérés. Le corps lui-même va retirer les parties les plus nobles et rejeter ce qui n'est pas bien. Alors, qui d'entre nous veut ingurgiter quelque chose qui n'est pas bon? Ce n'est pas possible. Alors, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les prestations de services, la gestion des approvisionnements occupe une place importante. Je suivais une émission de Matin Bonheur ici il y a 2 semaines et vous avez reçu des producteurs d'anacarde. Ils ont dit que les clients refusaient l'anacarde de Côte d'Ivoire parce qu'elle n'était pas de bonne qualité. Donc, vous voyez que l'approvisionnement commence par l'achat de la matière première ou des matières consommables. Il faut quelqu'un là pour vérifier la qualité, pour que la qualité ne se détériore pas. C'est pour ça que de plus en plus dans les entreprises, il y a des responsables qualité. Il y a des responsables qualité du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Mais même lorsque vous avez acheté un produit de qualité, dans le système de transport, de l'acheminement du point d'achat au point de livraison, il y a le transport qui va compter. Quel est le camion qui va le transporter? Quel est l'emballage que vous mettez autour de votre produit pour qu'il ne se détériore pas? Quelles sont les conditions d'hygiène, de ceci, le temps qu'il fait, est-ce que ça a une influence, une incidence là-dessus? Il faut surveiller cela avec beaucoup d'attention. Sinon, vous risquez d'avoir dans votre chaîne de production des produits avariés qui vont faire que vos clients vont se détourner de vous. Et c'est d'autant plus complexe quand on a des denrées périssables. C'est d'autant plus complexe quand on a des denrées périssables et quand on a plusieurs types de denrées à gérer à la fois. Donc, c'est attirer l'attention des chefs d'entreprise sur cet aspect-là. Achat de qualité, transport de qualité, entreposage de qualité. Parce que lorsque le produit a été correctement transporté et qu'on arrive dans vos entrepôts, que tout est sens dessus-dessous, c'est source de perte aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir le produit en stock, mais quand vous ne savez pas où il est, vous êtes tenté d'en commander encore. Et l'ancien produit, qu'est-ce qu'il fait? Il est avarié et vous perdez de l'argent. Vous perdez de la crédibilité aussi. Vous perdez de la crédibilité parce que chaque fois que vous n'aurez pas pu servir votre clientèle correctement dans le commerce, au bon timing, just at time, c'est ça, hein? Vous aimez ça bien, Marco. Just at time. Yes. Vous avez dit ça en... Ah, c'est en... Non, c'est pas en baoulé, c'est en anglais. Il avait dit ça. Just at time. Okay. C'est pas en anglais. Mais c'est pourquoi vous riez? Je m'entends de... Voilà. OK. Donc, il faut pouvoir livrer à temps. Donc, il faut éviter les ruptures de stock. Il faut éviter les ruptures de stock. Et il faut éviter d'en commander énormément alors que vous savez que vous ne pouvez pas écouler ou bien que votre atelier ne pourra pas ingurgiter tout cela. Donc, c'est extrêmement important. Sinon, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent parce que vous n'avez pas pu livrer à temps. Vous perdez de l'argent parce que vos stocks sont avariés. Vous perdez de l'argent parce que vos stocks sont mal gérés et que dans l'entrepôt, il y a des pertes de produits. Lorsque vous ne surveillez pas vos stocks, vous allez voir que les gens prélèvent frauduleusement. Et je peux vous raconter une anecdote. À l'époque, j'étais auditeur, on m'avait confié les stocks au plateau dans un commerce et on a dit fais attention parce que tu risques de tomber lorsque tu vas compter les éléments. Effectivement, quand vous prenez l'échelle, que vous voulez tirer les cartons de whisky et autres pour compter ce qu'il y a à l'intérieur,
Il n'y a plus rien dans les cartons qui sont en haut. Il n'y a absolument rien. Chacun vient se servir. Chacun vient se servir. Comme c'est en grande quantité, voilà. On se dit, bon, ils ne vont pas s'en apercevoir. Donc, il faut surveiller les stocks, les approvisionnements, comme du lait sur le feu. Au moyen simple des fiches de stock. Quand votre stock rentre, vous notez, j'ai rentré telle quantité de tel produit. Toujours noté, toujours noté. Quand ça sort, on dit, j'ai sorti telle quantité de tel produit. Et puis à la fin, il faut faire un inventaire, aller compter soi-même, parce qu'on peut se tromper dans les calculs. Donc, quelle est la quantité réelle qui me reste? Quelle est la quantité qu'il me faut commander? Quelle est la quantité? Donc, c'est tout un art, comme aime le dire Marco, la gestion des approvisionnements. Et là, il ne faudrait pas attendre d'avoir de gros marchés avant de commencer. Il faut commencer petit, à petite échelle. Déjà même à la maison. Déjà à la maison. Déjà même à la maison, il faut gérer le stock. Quand on fait les courses, qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qu'on a envoyé à la maison? C'est pour combien de temps? Et puis, si vous surveillez très bien, vous allez voir que le stock de lait, il diminue de manière... exponentielle. Bien sûr. Le stock de riz baisse alors que vous n'avez pas prévu consommer 2 sacs de riz dans le mois, vous vous retrouvez à acheter 3 sacs de riz. C'est parce qu'on n'a pas surveillé les stocks, c'est parce que dans la poubelle, on n'a pas vérifié qu'on jette le riz, etc., etc. Donc, c'est extrêmement important, la gestion des approvisionnements. C'est tout un art. C'est tout un art, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Kouadio. Oui. Vous aimeriez terminer par un exemple que je voulais donner. Si vous êtes dans le service, par exemple, vous êtes un peintre en bâtiment, et que vous ne gérez pas vos stocks de colorants, de diluants, de ceci, de cela, vous allez faire de la mauvaise peinture, de la peinture qui n'est pas de qualité. Donc vous voyez que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la production industrielle, que ce soit dans la prestation des services, les approvisionnements sont le point de départ pour réaliser de très bons bénéfices. Et en entreprise, qui s'en occupe? On l'appelle comment? Le gestionnaire de stock? Des achats. Des achats, des achats. responsable et puis il y a le magasinier qui gère le stock, et ainsi de suite. Sinon, vous allez avoir des stylos de mauvaise qualité, vous allez avoir... Enfin, c'est tout un art. C'est tout un art. Et donc, la gestion de la production commence par la gestion des approvisionnements. Merci et la beaucoup. Semaine prochaine, on va passer en atelier. À l'atelier? À l'atelier, c'est-à-dire dans l'usine. D'accord. Ce qui doit se passer. Merci beaucoup, M. Kouadio. Merci. Nous allons gérer, on va passer à la gestion du conducteur pour ce Money Time, pour la dernière partie de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes donc le 8 mai. Merci d'être avec nous encore une fois en ce deuxième jour des matinales. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge, Nessie. En fait, et puis c'est l'anniversaire du président de l'Assemblée nationale. Si j'en crois les fiches qui sont là. Il est né dans le même mois que moi. Le 8 mai, non, c'est vous qui êtes né dans le même mois que lui. Le 8 mai 1972, à Kofi Plé, dans la sous-préfecture de Diawala, dans le département de Ferkissédougou. Joyeux anniversaire, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, il est président de l'Assemblée nationale depuis 2012. Et puis aujourd'hui, on a dit aussi, 8 mai 1945, c'est férié en France et dans beaucoup de pays alliés. La Seconde Guerre mondiale s'achève en Europe avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Des manifestations d'autonomistes à Sétif, Algérie, sont réprimées par les troupes françaises, Nessie. Effectivement, Marco, je veux revenir sur la journée mondiale de la Croix-Rouge. Le choix du 8 mai pour la journée mondiale de la Croix-Rouge est dû à l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. Présente sur tout le territoire national et auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française dispose de moyens humains et matériels qui lui permettent d'être un acteur de premier plan dans le domaine de l'urgence et du secourisme dans le monde. Puis ici, on a une info aussi pour le 8 mai 1842, c'est le premier accident de chemin de fer. Alors, le 8 mai 1842, sous le règne de Louis-Philippe Ier, se produit le premier accident grave de l'histoire du chemin de fer, 55 morts, Marco. Le drame suivant du côté de Meudon, sur la ligne Paris-Versailles, dans un train qui ramène des Parisiens venus passer la journée à Versailles.
pour le spectacle des grandes eaux. Et puis, en 8 mai 1852, par le traité de Londres, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Prusse, l'Autriche et la Suède garantissent l'intégrité du Danemark. Tout ça pour vous dire que nous sommes en train donc, de nous acheminer allègrement vers la thématique de ce mardi 8 mai, thématique droit bien sûr. Nous avons le grand plaisir d'avoir sur ce plateau avec la bénédiction de monsieur le garde des Sceaux, monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan et monsieur Richard Adou Christophe qui vient de s'installer maintenant, habillé donc de son micro dans de bonnes conditions, j'espère. Et puis, madame le juge Essien Josiane Adra, juge d'instruction en charge du 9e cabinet. C'est cela. Donc, le thème que nous allons développer aujourd'hui, très chers téléspectateurs, c'est bien sûr la détention préventive. Vous avez certainement souvenance de la présence sur le plateau il y a quelques semaines de Maître Diallo qui parlait et qui a beaucoup parlé aussi de la détention préventive, vue donc de son côté d'avocat, c'est normal. Et nous avons voulu faire intervenir d'autres acteurs, mais très importants du système également, en l'occurrence le procureur et le juge d'instruction. C'est dans ce cadre-là que nous avons la chance de les avoir sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir sacrifié vos emplois du temps respectifs pour vraiment parler aux téléspectateurs et croyez-nous, nous en sommes très honorés. Élément explicatif et on se rejoint tout à l'heure pour le débat. Vous avez la possibilité de nous poser toutes les questions. À tout à l'heure. La détention préventive est la privation de liberté excédant 24 heures décidée par un juge d'instruction à l'égard d'une personne présumée innocente mais contre laquelle il existe des indices sérieux qu'elle aurait commis une infraction punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'1 an. La détention préventive n'est donc pas une condamnation, mais il s'agit d'une ordonnance de détention provisoire. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, cette détention provisoire prend bien souvent une autre tournure. La détention courte durée devient très vite une longue durée, une situation difficile à comprendre par les justiciables. Je dis que ce n'est pas normal qu'on incarcère quelqu'un qu'on ne juge pas. Il y a un jeune homme qui a été incarcéré, il a fait 5 ans. Il a fallu que son frère vienne de l'Europe. Il prenne un avocat, qu'on juge son frère. Et son frère a eu raison parce que c'est quelqu'un qui voulait de ce jeune homme quelque chose et puis il a payé, il a verrouillé. Ceux qui doivent le juger, ils n'ont pas jugé. Mais quand son frère est venu là, il a fait les démarches, ils l'ont jugé, il a eu raison. Ce que le bonhomme devrait avoir, il a eu. J'ai une histoire d'un ami, d'un frère qui a été d'une manière injustement incarcéré. Et 2 ans après cela, il est sorti. Il n'a pas été jugé. C'était en fait, j'étais ensemble dans une société et il y a eu un problème financier. Ils étaient 5, on les a mis là-bas. Après, ils ont vu qu'ils n'étaient pas coupables, mais ils ont passé 2 ans quand même avant de sortir. Sur 16 000 détenus dans les établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire, 5 000 personnes le sont au titre de la détention préventive. Conséquence, surpopulation carcérale et un budget rétréci. Le budget alloué à la MACA concernant la nourriture, c'est vrai. Le détenu a droit à 1400 à 2400 par jour. Mais souvent, ce n'est pas trop respecté. Parce que le budget n'est pas calculé en fonction du nombre de détenus que nous avons. Trop de détention préventive, une situation qui s'explique. Les gens vont en prison à une vitesse supersonique. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le temps, souvent même, de compulser le dossier. La personne le mis en cause est placé sous mandat de dépôt, il va en prison. Un recours systématique au mandat de dépôt un recours systématique à l'emprisonnement. Qui est décrié même par les autorités. Ces derniers temps, la déferlante répressive, mais vraiment, nous dépasse tous. On ne comprend pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a des mendiants, depuis ces 2 dernières années, au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan, on assiste à des déferlements et de jugements de mendiants, souvent de personnes handicapées physiques. Pourquoi inscription sur la voie publique? Non, sous prétexte qu'ils s'adonnent à la mendicité. C'est un délit. C'est un délit. Effectivement, la mendicité est prévue par le code pénal. Mais c'est une vieille incrimination qui existe depuis, on va dire, 1960. Dans les pays occidentaux, dans la plupart des grandes nations développées,
cette incrimination a été abandonnée. Parce qu'on ne peut pas sanctionner ce que toutes les religions, ce que toutes les bonnes éducations prônent, c'est-à-dire l'aumône, l'altruisme, la solidarité. Quelqu'un qui s'adonne à la mendicité et qui ne fait aucune autre infraction à côté ou sous-jacente, qui est poursuivi par le ministère, par le procureur de la République, qui est enfermé à la MACA, tout simplement parce qu'il s'est adonné à la mendicité, j'estime que cela relève vraiment de quelque chose de très grave. L'invité sur le plateau de Matin Bonheur, Maître Souleymane Diallo, a souligné la puissance du juge d'instruction. Le juge d'instruction est un magistrat redoutable et qui a beaucoup de pouvoirs puissants. Vous savez, en France, ce que nous vivons présentement, c'était ce que eux ils vivaient. Ils ont instauré ce qu'on appelle le juge de la détention et des libertés. C'est-à-dire que le juge d'instruction, quand vous êtes présenté devant lui, il ne peut pas de son propre chef seul décider de vous placer en détention préventive. S'il veut aller dans s'il veut prendre une telle mesure, ou si le procureur veut qu'on vous place en détention pour X ou Y raison, vous allez devant ce juge-là pour présenter vos arguments. Une des conséquences les plus dramatiques de ce dysfonctionnement est le maintien en détention préventive prolongée de milliers de personnes qui attendent pendant des mois, voire des années, d'être traduites devant un tribunal et d'être jugées. Selon une étude du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, dans la plupart des établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire, le taux de personnes maintenues en détention préventive est considérablement élevé. La moyenne tourne autour de 40 à 45%. Ambition affichée aujourd'hui réduit le taux de 45% à 33%. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur, beaucoup d'idées reçues concernant la détention préventive et vos différents rôles. Heureusement que vous êtes sur ce plateau, vous allez nous donner de plus amples explications. Alors dites-nous, madame, quel est le rôle du juge d'instruction? Alors le juge d'instruction est un magistrat qui va instruire le dossier lorsqu'il est saisi dans une instance pénale pour rechercher la vérité. Le juge instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire lorsque, à l'issue de l'enquête préliminaire, des indices sont relevés, le juge doit transformer ces indices en charge. Lorsqu'il a terminé sa procédure, lorsqu'il a pris tous les actes de procédure et qu'il estime que sa procédure est terminée, il va prendre une ordonnance, soit une ordonnance de non-lieu pour dire qu'il n'y a pas de charge contre la personne qui est inculpée, ou alors une ordonnance de renvoi devant une juridiction, que ce soit une juridiction correctionnelle ou une juridiction criminelle. Et donc, il va préparer l'audience et permettre effectivement au juge d'instance qui va statuer de transformer les charges recueillies à l'information en éléments, en preuve de culpabilité. Son rôle donc est de préparer le jugement. Alors, nous sommes en compagnie aussi de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Vous travaillez, on va dire, en connivence avec le juge d'instruction. Le juge d'instruction a une indépendance. Vous venez du ministère public, c'est cela? Alors, justement, en parlant de rôle, quel est le vôtre? Quel est le rôle exact du procureur de la République? Je vous remercie. Le procureur de la République a pour rôle de punir tous les délinquants, c'est-à-dire tous ceux qui violent la loi pénale. Son rôle est de les rechercher, de les appréhender, de rassembler les indices et de les conduire devant une juridiction de jugement. Lorsque les faits sont simples, le procureur de la République, une fois qu'il a appréhendé les personnes, a procédé avec ses officiers de police judiciaire que sont la police et la gendarmerie, a procédé à toutes ces enquêtes, rassembler des indices. Lorsque les faits sont simples, le procureur les traduit directement devant le tribunal de flagrant délit. Lorsque les faits sont complexes, lorsque les faits sont criminels, d'ailleurs c'est obligatoire pour les faits criminels, il saisit le juge d'instruction. Les deux travaillent ensemble, mais chacun dans son rôle. Le rôle du procureur, c'est de rechercher tous ceux qui ont commis des infractions. Et lorsque le dossier n'est pas en état, n'est pas complet pour les délits graves, ou lorsque c'est des faits criminels, c'est obligatoire, il faut qu'il confie le dossier au juge d'instruction. C'est ce juge-là
qui va approfondir l'enquête qui a été déjà réalisée par les officiers de police judiciaire sur le terrain. D'habitude, lorsque la personne a été appréhendée, le procureur et ses OPJ, ses officiers de police judiciaire, ont 48 heures pour garder la personne. Normalement. Il ne peut être renouvelé qu'une seule fois, avec bien sûr quelques aménagements lorsque ce sont des faits de type terroriste, lorsque ce sont des faits de détention ou de vente internationale de drogue, là c'est autre chose. Mais le procureur de la République a 48 heures et ça ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Et une fois qu'on est au bout de ce délai, la personne lui est déférée. Et lorsque la personne lui est déférée, si c'est crime, obligatoirement juge d'instruction. Si c'est délit aussi complexe, obligatoirement juge d'instruction. Si ce sont des faits simples, parce qu'on a réuni, parce que la personne est poursuivie par la clameur publique, on a les indices, on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin, on va directement à l'audience des flagrants délits. Le procureur de la République a également la possibilité, lorsque les faits lui sont déférés, de saisir le tribunal d'incitation directe. Tout à l'heure, dans le film qui est passé, j'ai entendu parler d'une déferlante répressive. Non. Vous savez que depuis quelques années en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à des bandits de grand chemin, des coupeurs de route qui n'hésitent nullement à tuer leurs victimes, des individus qui enlèvent des enfants et qui leur donnent la mort. Mais devant ces faits-là, nous ne pouvons pas concevoir que des personnes qui ont été appréhendées dans ces conditions se retrouvent en liberté. Vous-même, vous ne l'accepterez pas. Personne ne pourra l'accepter. Quand tu votre enfant et qu'on se retrouve dehors le lendemain. Mais à côté de cela, il y a également des mendiants qui sont arrêtés. Oui, oui, je vous remercie, madame, pour le problème des mendiants. Vous savez... Les handicapés, les personnes handicapées. Oui, les mendiants, les handicapés. Vous savez, le code pénal... Ces personnes représentent un risque pour la sécurité quand même. Le code pénal, vous savez, le procureur de la République, tout comme le juge, nous sommes des serviteurs de la loi. Ce n'est pas seulement un article que le code pénal consacre à la mendicité. La loi ne doit pas être humaine aussi? C'est 5 articles. La loi n'a pas le droit d'être humaine? Non, vous savez, ce n'est pas le procureur qui fait la loi. Le procureur est serviteur de la loi. Si la loi a défini un acte, un fait, comme étant infractionnel, le procureur de la République, surtout devant ce fait-là, est obligé de poursuivre. Bien entendu, il poursuit, mais la condamnation relève du juge. Mais le procureur, lui, il est obligé d'assurer sa mission, qui est de rétablir la paix sociale troublée. Absolument. Et ce n'est pas au procureur de définir qu'est-ce qui est infraction. Non, ce n'est pas le rôle du procureur. Les députés, qui sont l'émanation du peuple, définissent quels sont les actes qui sont susceptibles d'être qualifiés infractions. Il appartient donc au procureur, quand il se retrouve devant ces faits-là, de les poursuivre, sans état d'âme. D'accord. Madame la juge, quels sont vos rapports au quotidien? Parce que c'est très important également. Les Ivoiriens méconnaissent dans l'imagerie populaire, on a du mal à distinguer le rôle du procureur et du juge d'instruction. Au quotidien, c'est quoi votre rôle? Quels sont les rapports que vous avez avec le procureur? Bon, d'abord, comme le procureur l'a dit, son rôle est de poursuivre. Le rôle du juge est d'instruire. Il va donc instruire la procédure pour savoir si la personne qui est déférée devant lui, s'il y a des charges pour les faits qui sont poursuivis par le procureur. Est-ce qu'il arrive des fois que vous soyez en désaccord, en dichotomie? Parce que trop souvent, les Ivoiriens disent que vous êtes en connivence, tout ce que le procureur dit, vous dites « Amen ». Voilà. Non, on ne parle pas en ces termes. Il faut savoir que le code régit les relations entre le parquet et le juge d'instruction. Le juge d'instruction est saisi sur le réquisitoire du procureur de la République pour instruire sur des faits. Il doit se cantonner sur ces faits, instruire pour savoir s'il y a des charges. Lorsqu'il finit sa procédure, il va transmettre la procédure au parquet qui va donner son avis et suite et de retour du parquet, le juge va prendre sa décision. Il peut soit suivre le parquet... Est-ce que c'est déjà arrivé ça? Il peut suivre le parquet et rendre une ordonnance de non-lieu, comme il peut ne pas suivre le parquet et il peut suivre le parquet et rendre une ordonnance de renvoi devant le juge, comme il peut ne pas suivre le parquet et rendre une ordonnance de non-lieu. Ça arrive combien de fois? Ça arrive. Ça arrive. Je ne peux pas vous dire combien de fois ça arrive, mais ça arrive. Rarement. Ça arrive rarement. Non, ça arrive souvent, puisque s'il n'y a pas d'éléments contre une personne, on ne peut pas la renvoyer devant un juge. L'élément a dit tout à l'heure que le juge d'instruction est un personnage redoutable dans le système. Impression là-dessus? C'est la croyance populaire que le juge est un personnage
comment dirais-je, redoutable. C'est mieux, le juge est d'abord ne pas être devant vous. Non, le juge est d'abord télé. une personne, un être humain. Il a des impératifs, il doit, comment dirais-je, respecter la loi. Si dans le cadre de sa mission, il doit mettre une personne sous mandat de dépôt parce qu'il y a des éléments qui disent qu'il faut le placer sous mandat de dépôt pour qu'il puisse mener à bien sa mission, il va mettre la personne sous mandat de dépôt sans état d'âme. Il va apprécier, bien sûr, en fonction de la procédure, s'il est possible de laisser la personne en liberté sans compromettre la procédure. Parce que le juge doit d'abord, comment dirais-je, mener à bien sa mission, c'est-à-dire instruire et transférer le dossier au Vous dites jugement. que la détention est nécessaire à la manifestation de la vérité. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est un. Et puis de deux, parfois, on a des cas de femmes enceintes, de personnes mariées, de femmes enceintes, de personnes qui ont des enfants en bas âge. Est-ce qu'il faut forcément ces personnes-là en prison? Non. En fonction du dossier, donc en fonction des faits, le juge va apprécier s'il est opportun, s'il est nécessaire de placer la personne sous mandat de dépôt. Lorsqu'il est face à des faits qui sont graves, d'une gravité extrême, comme ça a été le cas récemment lorsqu'il y a eu le meurtre du jeune Bouba, est-ce que vous pensez qu'il aurait été, comment dirais-je, normal pour le juge de laisser l'auteur des faits en liberté? Ça aurait été compliqué parce que déjà l'ordre public était troublé. Il y avait des risques de danger même pour la victime qui peut se faire lyncher. Donc, dans de tels cas, il peut être nécessaire de placer la personne sous mandat de dépôt. On peut également placer la personne sous mandat de dépôt pour éviter qu'elle fasse pression sur les témoins, qu'elle fasse pression sur les victimes, qu'elle essaie de, comment dirais-je, de détruire des éléments ou alors de cacher l'élément de l'infraction. Il y a donc plusieurs éléments que l'on va prendre en compte. On va prendre en compte la dangerosité du prévenu, de l'inculpé. Comment on dirait, si c'est un délinquant primaire, c'est peut-être pas nécessaire de le placer sous mandat de dépôt, mais si c'est un délinquant récidiviste, un élément dangereux, il est dans l'intérêt de la justice de le placer sous mandat de dépôt. On peut également le faire pour des personnes qui ne présentent pas de garantie de représentation. Il faut savoir qu'en l'état actuel de notre société, il n'y a pas d'adresse. C'est-à-dire une personne que l'on va laisser, il n'est pas sûr que lorsque l'on va la convoquer, elle va se présenter. Il n'est pas sûr que le juge va la rechercher et pourra la trouver pour pouvoir mener à bien sa mission. Donc, pour ces impératifs-là, il peut être nécessaire de placer la personne sous mandat de dépôt afin d'avancer dans la procédure, de boucler la procédure avant d'envisager la mise en liberté. La mise en liberté peut se faire à tout moment de la procédure. D'accord. Et quand la personne est placée sous mandat de dépôt, quel est le délai maximum d'une détention préventive? Parce qu'il y en a qui durent plus de 6 ans, 7 ans, qui sont incarcérés sans jugement. Quel est le délai maximum? Oui, il faut dire que le mandat de dépôt, il est destiné pour 4 mois. Normalement. Mais renouvelable. En matière de délit, non, il est renouvelable pour les délits, c'est 6 mois et 18 mois, pardon. Pour les crimes, normalement, c'est 24 mois. Mais le juge peut prendre une ordonnance motivée de renouvellement. Pourquoi cette élasticité-là? Écoutez, c'est ce que Madame le juge d'instruction l'a dit tantôt. Nous ne poursuivons pas des enfants de cœur. Vous savez, parfois, la vie en société... Parfois, si, monsieur le procureur. Parfois, il y a des enfants de cœur qui sont en prison. Vous avez parlé de juge d'instruction qui est redoutable. Ceux qui sont redoutables, c'est ceux qui commettent des infractions à la loi pénale. Ceux qui se vont tuer impunément leurs concitoyens, c'est ceux-là qui sont redoutables. Le juge, tout comme le procureur de la République, il poursuit. Mais on serait très heureux de ne pas poursuivre, parce que l'idée, pour le procureur, ce n'est même pas de remplir les prisons. C'est pour que chacun assure sa mission, c'est-à-dire aille au travail, gagne son pain à la sueur de son front, et non attendre la nuit ou guetter des citoyens avec des armes à feu, ceux qui demandent à se déplacer d'un point A à un point B, être tué dans le cadre d'un voyage, ce n'est pas ça la vie en société. Et dès lors que ça intervient, le crime en Côte d'Ivoire, au terme de nos tests, fait l'objet d'un double degré d'instruction. C'est-à-dire quoi? Le procureur de la République, quand il reçoit des faits criminels, les confie d'abord à un juge d'instruction. Il est au tribunal de première instance. Quand le juge d'instruction finit,
Et le dossier est transmis au procureur qui le convoie au parquet général, c'est-à-dire la cour d'appel, qui va saisir maintenant la chambre d'accusation. Évidemment, ça ne peut pas se faire en 6 mois. Et c'est pour cela. Et parfois, il y a plusieurs personnes qui sont mises en cause. Parfois, il y a plusieurs personnes qui sont recherchées. Évidemment, les juges d'instruction n'ont pas qu'un seul dossier. Ils ont plusieurs procédures. Et donc, ça met du temps. Monsieur le procureur, il nous revient de façon récurrente que parfois, et même trop souvent, certains Ivoiriens se trouvent en prison sans jugement depuis des années. Et je ne sais pas si vous pouvez nous donner le ratio ici. Je ne sais pas si ce sera possible de donner le ratio d'inculpation sans mandat. Est-ce que vous pouvez nous le donner ici? Est-ce qu'au niveau de la DACP, on a ces données-là? Je ne sais pas non, écoutez, à qui je m'adresse. On peut même en parler. Oui, allez-y. Tous les dossiers dont est saisi le procureur de la République ne font pas l'objet de détention. Il ne faut même pas le croire. Mais il y a des personnes innocentes en prison. Quand le procureur est saisi, en prison, monsieur le procureur. Oui, je vous explique. Quand le procureur est saisi, il est saisi suite à la plainte de la partie qui est lésée, de la victime, qui porte plainte directement à la police ou à la gendarmerie, ou directement chez le procureur. Quand les faits sont simples, par exemple, quelqu'un qui vole 2 tubes de dentifrice dans un supermarché, on demande, dès que les objets ont été restitués et que la personne est délinquant primaire, elle a son premier article, on demande à la personne de partir. Les dossiers qui arrivent chez le procureur sont des dossiers qui sont d'une certaine importance. Et même là encore, le procureur choisit la citation directe lorsque la personne a des possibilités de se représenter et qu'elle ne va pas se soustraire à la justice. D'accord, ça madame la juge. C'est seulement lorsque les faits sont d'une gravité extrême ou lorsque la personne a été appréhendée avec les indices, avec tout ce qu'il faut, que le procureur décide de saisir le tribunal des flagrants délits. En d'autres termes, vous n'avez pas posé ma question encore. Le ratio d'inculpation sans mandat, est-ce que vous pouvez me le donner ici? Oui, concernant votre zone, l'Abidjan. Mais je voulais déjà dire qu'il n'y a que 15% des procédures qui arrivent chez le procureur qui vont en cabinet d'instruction. 15%. Ça sont des chiffres de la DACP? Oui, ne serait-ce qu'en consultant même les 3 derniers mois qu'on a. 15% de dossiers qui sont devant le procureur de la République qui arrivent au cabinet d'instruction. Les autres vont soit en citation directe, soit en flagrant délit, soit en classement sans suite. D'accord. Madame la juge, pourquoi les cabinets sont autant surchargés? Bon, les cabinets sont surchargés parce qu'il faut savoir que la criminalité est croissante. La population augmente, la criminalité augmente et de ce fait, les juges sont saisis d'affaires de plus en plus importantes et aussi des affaires de plus en plus complexes. Je rappelle que vous travaillez avec des officiers de police judiciaire. Oui. Ces derniers parfois disent que vous êtes un peu, que les juges d'instruction sont un peu trop lointains, un peu austères, tout ça. Parfois, il y a une certaine dichotomie dans les rapports. Certains juges d'instruction disent aussi que parfois les officiers de police judiciaire font montre de certaines... voilà. Effectivement, le juge d'instruction, qui est un OPJ, qui doit instruire un dossier, va travailler en collaboration avec des officiers de police judiciaire qui vont accomplir dans le cadre d'une commission rogatoire tous les actes que le juge ne peut pas effectuer lui-même. Quels sont vos rapports? Les rapports sont de bons rapports, normalement, parce que nous sommes leurs supérieurs. Ils ont une mission à remplir et ils doivent se cantonner à remplir cette mission et rendre compte. Ils font ça bien, selon vous? Ils font plus ou moins bien. Tout dépend des moyens mis à leur disposition. Plus ou moins, c'est-à-dire? Tout dépend des moyens mis à leur disposition. Si effectivement ils peuvent, comment dirais-je, se déplacer, aller interroger des gens dans des délais raisonnables et nous communiquer les PV, il n'y a pas de problème. Mais s'ils rencontrent des difficultés et qu'ils ne nous saisissent pas pour nous expliquer, forcément leur mission ne pourra pas s'exécuter dans de bonnes conditions. Il leur appartient de revenir vers le juge d'instruction pour que ce dernier puisse préciser un peu ce qu'il attend de l'OPJ. Madame le juge, on dit que vous êtes super puissante. Enfin, le juge d'instruction est super puissant. Maître Diallo, dans l'élément tout à l'heure, a parlé de solutions palliatives, on va dire ça comme ça, de notre juge peut-être pour atténuer un peu. Qu'est-ce que vous pensez de sa proposition? Alors effectivement, le juge a des pouvoirs qui sont élargis parce qu'il peut, en une fraction de seconde, comment dirais-je, bouleverser la vie d'une personne. Parce que lorsque vous vous présentez libre et qu'on vous dit que vous n'allez pas repartir, que vous allez être interné à la MACA, vous voyez votre vie s'écouler. Mais c'est la loi qui donne ce pouvoir au juge qui apprécie
en fonction des circonstances du dossier et qui ne va pas de façon subjective décerner un mandat de dépôt. Parce que le pouvoir du juge tient donc de la délivrance du mandat de dépôt. Alors, quels sont les tests? Vous n'avez pas répondu à la question. Alors, il faut savoir que la loi n'offre pas d'autres alternatives que celle de placer sous mandat de dépôt ou alors de laisser en liberté. Il n'y a pas d'autre alternative. S'il y a un autre juge aussi, qu'est-ce que vous pensez s'il y a un autre juge aussi? Oui, effectivement, s'il y a un autre juge, c'est une autre forme aussi, comment dirais-je, comme ce qu'on voit en France, d'assurance, bien sûr. Il faut peut-être demander, espérer que la loi va évoluer pour que ces commissions soient mises en œuvre et que le juge ne soit pas seul à prendre ces décisions qui est quand même importante. Et je vous assure que quelquefois, pour les juges qui commencent, c'est difficile, la première fois, de décerner mandat de dépôt à une personne. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Eh bien, écoutez, il faut assumer. Il faut assumer parce que c'est son rôle. On est quand même magistrat. On doit, appliquer la loi sans état d'âme. On dit que le procureur vous commande. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes censé être indépendant en tant que juge. Le procureur ne commande pas le magistrat. Le procureur a sa mission, le juge d'instruction a sa mission. Lorsque vous parlez d'indépendance, de commander, qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a pas d'indépendance. On ne parle pas d'indépendance vis-à-vis du juge d'instruction par rapport à un mandat de dépôt. On parle d'indépendance du juge par rapport à l'exercice de ses fonctions. Donc vous voulez dire aux Ivoiriens aujourd'hui que cette indépendance-là vis-à-vis du procureur est garantie dans notre système judiciaire? Cette indépendance existe parce que le juge va, mener son dossier, mener ses investigations sans être obligé de suivre les réquisitions du parquet. Il arrive très souvent que vous soyez en désaccord, ça s'est déjà passé? Il peut arriver qu'il y ait des conflits parce que, la manière d'appréhender le dossier est différente, mais les conflits sont réglés. Puisque si le juge prend une décision qui va à l'encontre des réquisitions du procureur, le procureur peut saisir la chambre d'accusation, notamment pour des mandats de dépôt. La chambre d'accusation va donc départager le juge et rendre une décision. Il y a donc, un autre degré de juridiction qui intervient pour régler les cas de conflit qui peuvent survenir. Depuis le début de notre échange, Madame la juge et vous, Monsieur le procureur, vous dites que vous êtes guidé par la loi. Absolument. Alors, quels sont les tests de loi? Qu'est-ce que les tests de loi disent par rapport au règlement de la détention préventive? Oui, c'est ce qu'on a indiqué. Le procureur, lorsqu'il a pu appréhender quelqu'un qui a commis une infraction, le rôle du procureur, c'est de rassembler les indices et de conduire la personne devant la juridiction de jugement pour que cette personne puisse être jugée. L'idéal, c'est que ça se fasse dans les meilleurs délais. Mais pour certains faits, la loi même dit qu'il faut absolument qu'un juge d'instruction intervienne, notamment pour les faits criminels. Dans ce cas-là, le procureur est obligé de confier le dossier au juge d'instruction, qui instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire les éléments qui vont pour la culpabilité de l'intéressé et les éléments qui déchargent l'intéressé. Le procureur lui poursuit. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Mais la loi permet, durant le moment de l'information judiciaire, de l'instruction, de garder la personne à la disposition du juge d'instruction. Le procureur requiert la mise en détention, mais c'est le juge d'instruction qui place l'individu sous mandat de dépôt. Si le juge est en désaccord avec le procureur, il rend une ordonnance motivée que le procureur peut attaquer devant la chambre d'accusation, qui va les départager. Et par la suite, l'information se déroule. La plupart des personnes qui rentrent en cabinet d'instruction avec mandat de dépôt comparaissent libres à l'audience. D'ailleurs, vous avez vu plusieurs dossiers où les gens ont été condamnés à 20 années d'emprisonnement. Ils sont répartis tranquillement chez eux. C'est dire que c'est obligatoire quand c'est nécessaire. Mais pour certains faits, tout à l'heure, vous avez parlé de collusion, juge d'instruction, mais nous habitons tous dans la société, dans la vie d'Abidjan, pour ceux qui nous regardent. Des délinquants qui attaquent une banque et qui tirent un coup de feu. Le juge d'instruction peut également passer par là, le commun des mortels peut passer par là, la balle ne va pas trier. Et si le procureur
grâce à des dossiers de police judiciaire, l'enquête minutieuse qui est menée, réussit à appréhender ces personnes-là. Vous pensez que le juge d'instruction, au nom de la liberté qui est le principe, va laisser partir la personne qui va encore réorganiser une bande ou aller effacer les indices, ou aller faire à terre à jamais la victime? Ce n'est pas ça le rôle du procureur. Nous, ce que nous voulons, lorsque nous sommes saisis, c'est tout faire pour qu'il y ait un jugement. Mais parfois, la loi nous dit qu'il faut absolument poser certains actes avant d'aboutir à ce jugement. Nous avons quelques minutes. Alors, il y a de nombreux pays qui initient des réformes judiciaires où on entend parler de la suppression du juge d'instruction. Je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler. Un avis là-dessus, madame la juge? Vous êtes concernée au premier point. Bon, il faut savoir que la procédure en l'état actuel de notre droit est une procédure, comment dirais-je, où le juge d'instruction va enquêter pour pouvoir donc préparer la formation de jugement. Pour l'instant, le rôle du juge est encore important et nécessaire. Parce que lorsqu'il y a des dossiers complexes, le juge d'instance qui va statuer n'a pas tous les éléments pour rendre une décision éclairée. Donc, permettre au juge d'instruction d'instruire, c'est-à-dire de relever des éléments tant à charge qu'à décharge et de, comment dirais-je, de présenter l'infraction et les auteurs éventuels au juge, ça lui facilite un peu sa prise de décision. Madame le juge, un autre cas qu'on doit aborder parce qu'il ne nous reste malheureusement plus assez de temps, il y a des avocats qui se plaignent, qui disent souvent qu'il y a des détenus qui sont libérés sans qu'ils en soient informés. Bon, je vois déjà votre réponse. Quand on les libère, ils se plaignent. Quand ils sont emprisonnés, ils se plaignent. Mais au moins votre avis là-dessus? Que les avocats ne sont pas informés de la libération des détenus. De la libération de certains détenus. Non, normalement, lorsque l'ordonnance de mise en liberté est rendue, elle doit être notifiée à l'inculpé, à la personne détenue. Donc que l'avocat dise qu'ils ne sont pas au courant, ça m'étonne. Parce qu'une personne en détention, on va la faire extraire pour lui notifier justement sa mise en liberté. Et c'est dans son intérêt. Et que dites-vous des détenus qui n'ont pas accès à vous? Parce que quand elles sont incarcérées, et quand ils sont incarcérés, qu'ils veulent avoir accès à vous, ils n'arrivent pas à parvenir à vous contacter. Comment cela se fait? Alors, oui, le détenu qui veut rencontrer son juge d'instruction ou même le procureur de la République fait une demande d'audience qu'il transmet au régisseur de la maison d'arrêt qui transmet cela également au procureur de la République ou au juge d'instruction selon les cas. Et nous faisons extraire les détenus et nous avons la possibilité de converser avec eux. Ça ne pose aucunement de problème. Et ça se fait régulièrement? Oui, en fonction des nécessités. Alors, on peut faire appel de l'ordonnance du juge d'instruction, c'est clair, on le sait, mais le constat, mesdames et messieurs, c'est que ça traîne énormément. Ça traîne pourquoi? Parce que la chambre d'accusation, qui est donc le second degré de juridiction, est également engorgée. Elle connaît de nombreuses procédures, tant pour les appels en matière d'information, mais elle connaît aussi de la procédure en elle-même. C'est-à-dire une personne, lorsque le juge rend une ordonnance, si le détenu n'est pas, si le procureur n'est pas d'accord, il peut saisir aussi la chambre d'accusation. Donc désengorger vos décisions, puisque ça fait qu'il y a une surpopulation carcérale. Il y a une surpopulation carcérale. Je rappelle que monsieur le garde des Sceaux veut que la population carcérale soit à 33%, parce qu'elle est de plus de 40% aujourd'hui. Tout ce qu'on dit là ne concourt pas à ça, apparemment. Alors, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que la criminalité a augmenté, la population a augmenté, mais les prisons n'ont pas évolué. Elles sont toujours dans le même état. Ça fait qu'il y a une surpopulation qui n'est pas due forcément au fait du juge d'instruction. Le juge d'instruction fait mène son instruction. Et s'il doit décerner un mandat de dépôt, il va le faire. Mais il peut, en fonction de la circulaire, peut-être, revoir sa position. Tout est fonction du dossier, pour des peines qui ne sont pas trop, pour des infractions qui ne sont pas trop graves, qui sont soumises à des peines d'emprisonnement inférieures à 2 ans, le juge peut peut-être ne pas placer la personne sous mandat de dépôt si elle a des conditions, des garanties de représentation. Dans votre ministère, il y a une certaine volonté de moderniser l'appareil judiciaire de notre pays avec des logiciels pour vous aider dans votre travail. On a eu cette information-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne chose parce que le juge ne peut pas, régler 300 dossiers sans omettre peut-être une fois en passant
un détenu. Donc, monsieur le, parce que ministre, souvent, monsieur le garde des Sceaux a autorisé un logiciel il qui y a, va vous aider. il y a effectivement l'informatisation des cabinets d'instruction, un logiciel qui est en train d'être installé pour pouvoir gérer les procédures, pour pouvoir avoir des statistiques, pour que le juge sache à tel moment combien de détenus est-ce qu'il a, combien de mandats est-ce qu'il doit proroger et comment pouvoir régler rapidement la procédure. Merci beaucoup, madame. Le dernier mot à monsieur le procureur pour rassurer les Ivoiriens par rapport à la détention préventive en 1 minute, s'il vous plaît. Oui, vous savez, ce que je voulais dire, c'est que le drame de la justice, c'est que celui qui est victime, il applaudit la justice. Celui qui est mis en cause vilipende la justice. Mais rassurez-vous, la justice, elle est la justice. Et elle ne fait que rendre des décisions pour protéger les plus faibles. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et vive la justice. Bonne journée. Merci.